ñu baal ma rek man nuyu Serigne Mountakha Mbacké nuyu këri diine yi fi nekk ci wolof am tuuti rek te ñaari jëmm yooyu su ma ko defee ak seen rakk ju baax ji sëñ Mouhamadou Bachir ibnu sëñ Abdou Khadir dina mel ni nuyu naa mbooloo mi fi teew ñëpp ndax ñooy seen kilifa ñoo leen jaboote mbirum Serigne Touba nag dafa nekk lu universel loolu tax na may jéggalu wax ci kàllaama nasaraan waaye itam lu mat juróom-benn téeméer ba juróom-ñetti téeméeri casquette yoo xam ne ku ko bëgg a dégg ci wolof wala bëgg ko dégg ci beneen langue ba muy ñeent arab ak beneen langue dina ko mën a jot mu ñu nekk ci saal yi ñu nekk ci biir ak ñaari junni wala ñetti junni ak juróomi téeméeri place yu nekk ci biti. Au nom de Dieu, le clément, le miséricordieux, que la paix, la bénédiction et le salut de Dieu soient sur vous tous. Monsieur le Premier ministre, honorables autorités religieuses ici présentes, parmi lesquelles je nommerai le représentant du Khalife général des Mourides, Serigne Mountakha Mbacké et son porte-parole, Serigne Cheikh Bassirou Mbacké, confrères musulmans du Sénégal et du monde entier, et chers concitoyens. Je commence mes propos par formuler les prières à l'endroit du Khalife général des Mourides, Cheikh Sidi Makhtar Mbacké, qui assure le magistère suprême de la communauté depuis le 1er juillet 2010. Puisse Dieu lui accorder une réussite sans précédent dans sa noble mission au service de son maître et vénéré grand-père Khadim Rassoul. Je commence mes propos, c'est pour moi un grand honneur de porter aujourd'hui les signes distinctifs du mouridisme au nom et grâce à son éminence le vénéré Khalife général des Mourides pour lancer officiellement avec son autorisation et en présence de ses représentants les grandes journées culturelles Cheikh Ahmadou Bamba qui vont durer 72 heures. Permettez-moi d'abord de remercier le vénéré Khalife, de lui témoigner une profonde gratitude ainsi qu'à tous ceux qui, de façon unanime, ont manifesté spontanément leur adhésion totale derrière cet aval du Khalife. Il s'agit notamment de toute la famille de Serigne Touba, des dignitaires de la communauté ainsi que l'ensemble des autorités, des familles et des confréries religieuses du Sénégal. Je veux nommer la famille omarienne, la famille du vénéré Seyd El Hadj Malick Sy, la famille de Seyd le vénéré Abdoulaye Niass de Kaolack, Léona et Médina, la famille du vénéré Cheikh Mohamed Bou Kounta de Ndiassane, la famille du vénéré Seydina Limamou Laye Al Mahdi, la famille du vénéré Cheikh al-Islam Amary Ndak Seck de Thiénaba, la famille de Ndank et la famille du vénéré Cheikh al-Islam Ahmadou Barou Ndiéguène. En ma qualité de responsable de Hizbut Tarqiyyah, initiateur des grandes journées culturelles Cheikh Ahmadou Bamba, de concert avec le comité de pilotage largement élargi à l'échelle du mouridisme, ainsi que les représentants du Khalife ici présents, Serigne Mouhamadou Mountakha Mbacké, Ibn Cheikh Mohamed Bachir, Serigne Cheikh Bassirou Mbacké Ibn Serigne Abdou Khadir, Serigne Moustapha Mbacké, fils aîné du Khalife général des Mourides. Monsieur le Premier ministre, je vous prie de bien vouloir transmettre mes remerciements les plus chaleureux au président de la République du Sénégal, son Excellence M. Macky Sall. J'ai été particulièrement sensible à sa disponibilité à toutes les formes de facilitation dont il a bien voulu nous faire bénéficier pour la réussite de ce grand rendez-vous, son appui pour rehausser l'éclat des grandes journées culturelles Cheikh Ahmadou Bamba illustre bien son statut de protecteur des arts et des êtres. Monsieur le Premier ministre, nous savons qu'au-delà des instructions que vous avez reçues de Monsieur le Président de la République, vous vous êtes investi personnellement en mobilisant tout votre gouvernement et vos services. Soyez-en remerciés. Monsieur le Premier ministre, honorables invités, l'islam, notre religion commune, nous enseigne que celui qui ne témoigne pas reconnaissance à celui dont il est redevable ne saurait jamais rendre grâce à son Seigneur, à sa juste mesure. C'est pourquoi je m'empresse de vous dire du fond du cœur, encore une fois, merci. Nous associons à ces remerciements M. Moustapha Niasse, président de l'Assemblée nationale, ainsi que l'ensemble des députés, Mme Aminata Tall, présidente du Conseil économique et social et environnemental, l'ensemble des ambassadeurs accrédités au Sénégal. Ces remerciements vont aussi à toutes les autorités de la région de Dakar, avec à leur tête M. Khalifa Sall, qui de près ou de loin nous ont facilité toutes les démarches
et qui sont nos hôtes. Je remercie également au nom du Hizb ut-Tarqiyyah l'ensemble de nos invités, venus de tous les horizons répondre à notre appel, avec au premier chef les sommités universitaires de la recherche et de la science, qui n'épargnent aucun domaine d'études, qu'ils soient venus en privé ou au nom d'institutions, d'académies et d'instituts. Je veux nommer les invités du Burkina Faso, qui sont aujourd'hui au nombre de 71, de Côte d'Ivoire, du Mali, de la Gambie, de l'Afrique du Sud, du Maroc, de la Mauritanie, de la Guinée, de l'Europe, des États-Unis et du Moyen-Orient. J'allais même dire nos invités de l'intégration africaine. Je remercie toutes les associations islamiques, les organisations religieuses, les associations, la société civile, les organisations de femmes musulmanes et autres mouvements de la jeunesse musulmane, enfants, élèves, étudiants et toute la jeunesse sénégalaise de quelques confessions qui se réclament. Je réserve une mention spéciale au doyen de l'ex-Union culturelle musulmane, M. Bachir Ly, M. Ahmed Iyan Thiam, dont le personnage est symbolique, ainsi qu'à Serigne Saliou Mbacké ibn Serigne Modou Moustapha Mbacké, premier calife de la communauté mouride. Nous rendons hommage à Cheikh Abdoul Ahad, qui a toujours réclamé le statut d'humble serviteur de Dieu. Il est notre mentor. Ces hommages sont également adressés à son secrétaire particulier, Serigne Modou Mamoun Niang, et à toutes les illustres personnes qui ont toujours encadré et guidé nos pas et notre cursus. Je veux nommer Sokhna Mouminatou Mbacké ibn Cheikhoul Khadim, Sokhna Aïssatou Mbène Mbacké Ngabou ibn Cheikhoul Khadim, Sokhna Maïmounatou Mbacké ibn Cheikhoul Khadim, Serigne Muntaka Mbacké ibn Serigne Bachir, qui nous a toujours chéris, adulés et considérés comme les prunes de ses yeux. Sokhna Asta Mbacké, Sokhna Mam Asta Mbacké, bint Cheikh Mohamed Lamine Bara, Sokhna Fall Mbacké bint Cheikh Mohamed Lamine Bara, et tous nos mécènes, et à tous nos mécènes, Serigne Omar Ndiaye de la zone B, Serigne Abdou Mbaye Nguéré Thioune de la SICAP Rudis, en réservant une mention spéciale à Serigne Mountakha Mbacké, qui a su très tôt très tôt nous identifier dans le lot, qui nous a acceptés là où on en avait besoin. Il nous a adoptés sous le magistère des différents califes et nous a toujours encouragés, comme pour nous dire « Imshi, la tachel harad ». Allez-y, ne craignez rien. Nos remerciements vont à l'endroit de toutes les personnes qui nous ont soutenus moralement et matériellement, et à l'ensemble des membres de Hizb ut-Tarqiyyah, aux anciens du Daïra des étudiants mourides de l'Université de Dakar, aux sympathisants, aux parents et aux amis. J'adresse enfin mes remerciements aux différentes commissions de pilotage, aux administrateurs, aux comités scientifiques et aux techniciens et de toutes les spécialités dans les domaines les plus pointus en technologie. Nous sommes tous ensemble au travail transversal abattu entre les différents lieux où se tiendront les activités, conférences, panels, expositions et festivals religieux. En tenant compte du caractère international de ce haut lieu de rencontre où nous nous trouvons et du caractère universel de la mission de Cheikh Ahmadou Bamba qui nous y est réunis, nous vous saurions gré, Monsieur le Premier ministre, qui représente le Président de la République, connaissant son humilité et sa grandeur, et de nous permettre d'employer le prédicat d'excellence à l'ensemble de nos invités venus de partout représenter les pays et les communautés. Chers confrères, chers condisciples, honorables invités, je m'empresse de vous dire avec insistance qu'il est grand temps qu'on revienne au visage authentique du mouridisme, qui est celui de la soumission à la voix de Dieu que nous a tracé Cheikh Ahmadou Bamba, le serviteur privilégié du prophète, envoyé de Dieu, paix et salut sur lui. Il est vrai qu'aujourd'hui, une brave génération de mouridologues, de chercheurs, d'intellectuels, de la communauté, de savants et d'érudits déploient des efforts remarquables dans ce sens. D'autres spécialistes en sciences humaines et sociales également tentent de faire découvrir le mouridisme et son fondateur dans tous les horizons universitaires et académiques divers, aussi bien aux États-Unis qu'en Europe et partout dans le monde. Puisse Dieu les rétribuer, lui qui donne un salaire à toute peine,
fut-elle modique. Il est vrai, il est une vérité telle qu'aujourd'hui, il y a une floraison de clichés sous lesquels on présente le mouridisme ainsi que Cheikh Ahmadou Bamba, tant au niveau local qu'à l'étranger. Et si nous voulons éviter que ces clichés présentent une image négative par rapport à l'original, il s'avère nécessaire que la marque officielle qu'on appelle timbre soit fouillée par tous les concernés, spécialistes et autres acteurs, afin d'apposer sur tout cliché pour en garantir l'original, l'authenticité. C'est dans cette approche, et cette approche uniquement, que nous placerons nos travaux pour faire connaître davantage cet homme qui est un abreuvoir des assoiffés. Cheikh Ahmadou Bamba en l'occurrence. Nous y reviendrons car, si je le dis, il ne le sera que si j'arrive à le démontrer. Si je le dis, il ne le sera que s'il l'accepte lui-même et le confirme lui-même. Abreuvoir des assoiffés. Avons-nous dit, par cette appellation qui est un symbole, et au regard des différents paramètres qui entrent en ligne de compte, on peut d'ores et déjà se convaincre de la carrure de celui à qui est dévolue la tâche à la fois exaltante et ardue, d'étancher la soif spirituelle pour ceux-là qui sont des assoiffés, quelle que soit l'ampleur de cette soif, quelle que soit leur contrée d'origine, quelle que soit leur appartenance raciale ou ethnique, quelle que soit leur carrure, qu'ils puissent encore l'étancher. C'est vrai, mais l'étancher, ici bien et dans l'au-delà. Cheikh Ahmadou Bamba, c'est lui qui a accompli cette prouesse avec brio. La suite de notre déploiement permettra d'étayer davantage la présentation de cet homme de Dieu. Cheikh Ahmadou Bamba n'est pas un prophète. Il a plutôt choisi d'accomplir une mission universelle au service de l'envoyé de Dieu, son maître, son éminence, le vénéré Sayyidina Muhammad, alayhi salatu wassalam. Par conséquent, il n'a pas proposé une nouvelle voie, une voie autre que l'islam. À ce propos, il a lui-même déclaré « Je n'ai point fondé une confrérie tariqa. J'ai plutôt trouvé entièrement flétrie la voie qu'avait scrupuleusement suivi le prophète et ses compagnons. Je l'ai défrichée le plus proprement. Je l'ai également rénovée dans toute son originalité et lancé l'appel suivant. Tout pèlerin qui désire partir peut venir. Voici la voie réhabilitée. Cette voie est celle du pacte d'allégeance. Sermon Serigne Abdou Lahad Mbacké, 3e khalife du mouridisme, à l'occasion de l'Aïd el-Fitr 1986. Le Cheikh nous est parvenu par la grâce de Dieu en 1272 de l'Hégire 1855 et fut rappelé à son Seigneur le 19 juillet 1927, soit le 20 Muharram 1346. Le Cheikh Mohammed ben Habib Allah appartient à la grande famille sunnite ainsi qu'à l'école malikite de Malik ibn Anas, plus connu sous le nom de Imam Malik, Imam Darul Hijra, connu sous le nom de fonction de Khadim Rasoul, le serviteur privilégié du prophète. Il est, et on y reviendra plus largement, celui-là qui deviendra le célèbre prisonnier pour avoir simplement refusé de rendre un culte exclusif à un autre que Dieu. Il deviendra un célèbre prisonnier au nom de sa foi musulmane et de sa piété. C'est un prisonnier qui n'est pas un rebelle ou un contrevenant à la loi. Ce prisonnier est loin d'être un danger public. Il n'a commis aucun crime contre son peuple, encore moins contre l'humanité. Un prisonnier qui, au moment de son arrestation, n'avait aucune ambition militaire sous forme d'agression, d'attaque, de meurtre, de domination ou de génocide. Ce prisonnier n'avait aucune ambition de pouvoir. S'il était un prisonnier pacifique, ses geôliers étaient, quant à eux, des terroristes aveuglés par la soif de suprématie et de mainmise sur nos territoires. S'il était, malgré tout, ce prisonnier, à la suite du grand conseil privé du 5 septembre 1895, fut embarqué dans le paquebot de la messagerie maritime de passage à Dakar le 21 septembre 1895 pour être exilé au Gabon. Une zone de bagne qui rappelle celle de Cayenne en Guyane française, fondée en 1863. Ce conseil privé est un tribunal d'exception, où le prévenu ne se défend pas et n'a ni avocat, ni possibilité de pourvoi en cassation. Ce tribunal d'exception est tributaire de l'indigénat, car le Conseil d'État n'avait pas été exporté par le colonisateur. Force était de trouver un moyen de combler.
se vide en mettant sur pied un conseil privé. C'est là une véritable atteinte aux droits de l'accusé, d'autant plus que les administrateurs qui siégeaient jouaient un rôle de magistrat sans en avoir le statut. Il reviendra au Sénégal le 11 novembre 1902 à bord d'un navire de la Compagnie maritime des chargeurs réunis, le ville de Maceió. Journal officiel du Sénégal 1902, page 604. Son retour était non seulement triomphal, mais a vu son influence grandir et continuer de susciter avec ainsi une jalousie immense. L'administration coloniale décida finalement de le mettre en résidence obligatoire ou résidence surveillée en 1902 en Mauritanie. En Mauritanie, il a fait un séjour de 5 ans, une étape encore plus difficile à franchir parmi les gens qui, à l'opposé de ceux du Gabon, ne se préoccupent que du bonheur de l'au-delà, au point que se tailler une carrure spirituelle au-dessus de la leur pouvait être une tâche ardue. Tel un astre brillant, le cheikh s'adonnait à une pratique d'adoration interminable, bien sûr en Mauritanie, envers son Seigneur. Il répondait à toutes les questions de religion qui lui parvenaient. Il surmontait les défis intellectuels et les challenges spirituels. Il écrivait surabondamment sur le prophète, comme si sa main droite avait une dette de reconnaissance envers son illustre maître. Il épuisait pour cela tous les genres littéraires arabes. Il séduisait, il étonnait au point qu'il était devenu le saint des saints. Au bout du compte, il fut élevé à la plus haute noblesse de l'élite mauritanienne et alaouite. Le 6 mai 1907, d'un commun accord entre le lieutenant-gouverneur du Sénégal et le commissaire du gouvernement général en territoire civil de la Mauritanie, Thiéyène fut choisi comme lieu d'installation de Cheikh Ahmadou Bamba à son retour de Mauritanie. Thiéyène, un terrain de 4 km², se trouvant dans la province du Djolof, dans le cercle de Louga. Il y resta jusqu'au vendredi 22 Muharram 1330, 12 juillet 1912, avant de quitter pour Diourbel. À Diourbel, on l'installa à l'emplacement actuel du lycée franco-arabe, non loin de la résidence du commandant de cercle. C'est en février 1917 qu'il ira s'installer à Kergoumak, une maison construite par lui-même et qui constitue donc sa pleine propriété et lui donnant le nom de Boukhatul Moubarak. Vous commencez à l'identifier maintenant, mais nous allons le connaître davantage avec l'étiquette abreuvoir des assoiffés, que je lui ai conférée tout à l'heure, après 4 siècles de traite négrière et d'esclavage au sortir desquels, dans la seconde moitié du 19e siècle, l'Afrique pleurait à chaudes larmes. Le Sénégal, mon pays, dis-je, dans ses jérémiades, à l'instar de Jérémie, au 5e siècle, avec la destruction de la Palestine, le Sénégal, dis-je, dans des cris et des soupirs de douleur atroces, dans ce calvaire de persécution, de brimades, de vexations de tout genre, dans ce climat d'atteinte aux valeurs et libertés humaines, attendait un sauveur. Le peuple avait soif, et qui allait donc l'abreuver. Nos ancêtres avaient perdu tout espoir d'être délivrés de l'aristocratie locale, ces oligarques des royaumes et monarchies traditionnelles qui avaient fait du sang du peuple leur monnaie d'échange pour assouvir à tout prix leurs desseins bassement terrestres et matériels. Au Sénégal, les révolutions théocratiques musulmanes et de l'islam conquérant avaient un projet de société entre les mains et ont tenté de mettre fin à cette crise accentuée par la conquête territoriale de Fédère. Mais malheureusement, ils ont pris les armes et tombèrent dans le piège de l'effusion du sang. Je n'évoquerai donc pas la mission de Cheikh Ahmadou Bamba à cause de la situation de Cheikh Ahmadou Bamba qui a sauvé la situation, sans rendre un hommage déférent à ces preux, ces nobles, ces hommes de Dieu, ces magnanimes que nous continuons à vénérer. Ce sont Al-Hadji Omar Foutiyou Tall, qui a presque boudé ce monde et a cessé de s'offrir à nos yeux pour continuer à adorer son Seigneur dans les falaises de Bandiagara en 1864. Thierno Souleymane Baal du Fouta Toro, farouchement opposé à l'esclavage maure,
qui tomba en 1776. Al-Mami Abdul Kader Khan, le Torod, il a lutté contre l'esclavage maure et français, ainsi que la traite jusqu'à sa mort en 1807. Ce commerce de la honte s'est poursuivi jusqu'en 1848, année à laquelle il fut aboli. Tafsir Maba Diakhouba tomba en juillet 1867. Il était Al-Mami de la théocratie du Badibou dans le royaume du Saloum. Je rends hommage au professeur Ibader. Ahmadou Cheikhouba, le lame taureau de Ouromaddiou. Il était le fils d'Ahmadou Ahmad Ba, connu sous le nom de Seydina Al-Mahdiou de Ouromaddiou, sur le fleuve du Sénégal, qui mène vers le Dandemayo dans le Podor. Il fut tué à Samba Sadio en 1875. su ma waxee kooku ak maami ki ñu joxoon tey bis bi dina dugal ci xel nit ñi lu bare bare. Cheikh Ahmadou Bamba est celui qui en 1875, la même année à la suite de la bataille de Samba Sadio, entre Lat Dior, le roi du Kayor, et Ahmadou Cheikhouba de Ouromaddiou, a refusé l'allégeance de Ibrahima Makoudou Diop, demi-frère de Lat Dior, venu se convertir à l'islam et se confier à lui pour qu'il soit son guide spirituel. Cheikh Ahmadou Bamba lui recommanda aussitôt de rendre toute la partie de ses biens issus du butin de guerre de Samba Sadio et de libérer les esclaves capturés et qui étaient sous sa coupe avant qu'il ne lui accepte son allégeance. Khadim Rassoul, Cheikh Ahmadou Bamba, fit la déclaration historique qui tonna partout. Il stipula que cette guerre ayant opposé des musulmans ne saurait légitimer la capture d'esclaves. Dès lors, les esclaves comme les biens issus de ce butin de guerre entre deux musulmans sont illégaux. Une telle fatwa dérangea les services juridiques, je veux dire les cadis et les jurisconsuls qui officiaient dans la cour du roi du Cayor. L'aristocratie de Lat Dior, l'aristocrate Lat Dior, oligarque du Cayor, Damel, fut outré par la fatwa, sentence juridique, prononcée par le très jeune Cheikh Ahmadou Bamba, qui sonna d'un air nouveau dans le clairon de l'islam, dont l'écho ne laissa personne indifférent. Cette première entrée résonna dans la scène politico-religieuse et rassura les musulmans et le peuple. La foi inébranlable du cheikh devenait un idéal de grandeur morale, de dignité, de soumission à Dieu et de soumission exclusivement. Les premiers contours de l'indépendance du culte exclusif rendu à Dieu au nom de l'islam ne connaîtront plus de recul. Les valeurs de l'islam léguées par Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam commencèrent à se réhabiliter après une longue période de flétrissement. Après avoir vaincu les aristocrates locaux et la révolution maraboutique, en liquidant tous les dignitaires, l'envahisseur avait donc devant lui, à la fin de la seconde moitié du 19e siècle, un autre ennemi, un seul pour tout le peuple, un combattant de la foi. C'est Mohammed ben Habib Allah qu'on appelle Cheikh Ahmadou Bamba, Khadim Rassoul, le serviteur privilégié du prophète, ou Serigne Touba, le maître de Touba, ou le fondateur de la ville de Touba, ou encore Serigne Bou Magbi, le grand maître. Cheikh Ahmadou Bamba est apparu sur la scène publique en un moment crucial, c'est-à-dire après la conquête territoriale par l'administration coloniale française et à l'heure de la mise en œuvre de la politique d'assimilation culturelle. L'administration coloniale avait changé de stratégie, mais le cheikh, lui également, est venu avec ses stratégies basées sur les valeurs universelles de l'islam. Il n'avait pas d'esclaves, il n'avait pas d'armes, il n'avait pas constitué le peuple en armée, il ne détenait pas de richesses, il n'avait que l'islam pour lutter contre l'esclavagisme, le racisme et la discrimination. Avec l'islam, il n'osait pas conduire le peuple dans une hécatombe de peur de devoir rendre compte à son Seigneur. En définitive, l'on avait d'une part l'envahisseur comme stratégie, l'assimilation, qui avait comme stratégie l'assimilation culturelle aux valeurs occidentales, et d'autre part le cheikh avec comme démarche la réhabilitation des valeurs universelles de l'islam et l'éducation des disciples selon la recommandation du prophète consistant à travailler comme si on ne devait jamais mourir et adorer Dieu comme si on devait mourir demain. Cet homme charismatique a plusieurs autres appellations. Il est un résistant, il est un anti-esclavagiste, il est un apôtre de la paix, il est l'espoir de tout un peuple. Il a dénoncé les injustices de tout genre des souverains locaux. Il a dénoncé les abus du clergé et rendu justice dans la cour du roi.
Il disait la vérité aux dictateurs sanguinaires qui faisaient couler le sang du peuple et qui n'avaient aucun respect pour le peuple. Il a échappé à la mort là où aucun de ses prédécesseurs n'a pu échapper. Ses prédécesseurs n'ont pu échapper. Voilà la raison pour laquelle l'histoire doit retenir son nom. Il a convaincu son peuple sans verser le sang, du plus petit de son peuple. Il n'avait pas d'armes ni d'armée. Devant un adversaire de taille qui était une puissance mondiale, il a convaincu l'Europe. Il a aussi convaincu les Arabes. Il a reçu en 1925 une délégation venue de Médine pour solliciter ses prières à l'approche des Wahhabites. Le document existe jusqu'à nos jours. Plusieurs exemples montrent que les valeurs universelles de l'islam constituent une nourriture qui soutient que dans ce monde et dans l'autre. Ce sont des valeurs humanitaires. En guise d'illustration, je vous rappelle que Cheikh Ahmadou Bamba a affranchi un procureur au Liban alors qu'ils ne se sont jamais vus physiquement. Ce procureur du nom de Youssouf Ismaël Nabahani était accusé injustement de détournement de deniers publics car il n'a pas voulu se soumettre à l'arbitraire. Il était grand adorateur et un serviteur de Dieu. Le cheikh a payé pour son compte la somme d'argent par le biais d'un Mauritanien qu'il a lui-même envoyé à la Mecque. Le pèlerin est passé par Beyrouth. Ceci constitue un véritable prodige de Dieu. Le cheikh est porteur de valeurs humanitaires et non destructives, de valeurs de solidarité et de partage mondialisant, de valeurs d'amour et de paix pour toute l'humanité. Et il le confirme dans ses écrits où toi, le roi des rois, toi qui es au-dessus de la vengeance, absous et accorde ta miséricorde à l'ensemble des créatures, toi, le guide qui est à l'origine de la création. Cette déclaration d'un musulman, d'un grand homme de Dieu, vient ainsi démentir toutes les accusations non justifiées portées contre l'islam, car en priant pour toute la créature, il a prié pour tout le genre humain, sachant tout simplement que la grandeur de Dieu est telle qu'il peut accéder à sa demande et cela ne lui coûte absolument rien. Le nom de ce grand homme, Cheikh Ahmadou Bamba en l'occurrence, est surtout cette délivrance qu'il a obtenue et aussi une lutte de libération, un grand défi, un challenge pour lequel il a mis le prix plafond. Les Anglais diraient « he set high value upon this challenge ». Un sacrifice qu'il a assumé pour le bonheur du peuple. Budul wonak mom wolof nasaran. N'eût été l'intervention de Cheikh Ahmadou Bamba, les Wolofs seraient aliénés culturellement. Serigne Moussa Ka Dixit. Avec plus de 7 tonnes de manuscrits, Cheikh Ahmadou Bamba est un abîme de savoir, une université, une érudition, un savant en un mot. Il est un héritage culturel et religieux en droit, en théologie, en mystique musulmane. Il est un grand promoteur de l'éducation, gage de la lutte contre la pauvreté. Il constitue une biographie en sciences instrumentales et en sciences religieuses, grammaire, prosodie, astronomie, rhétorique, linguistique arabe et la sémantique. Il est l'auteur de panégyriques qui font les éloges du prophète en nous apprenant l'histoire de l'islam, des prophètes et en leur hagiographie et celle des compagnons du prophète et de leur exploit, toute la géographie aussi des khalifes. Il s'agit des grands khalifes. Des écrits qui purifient et élèvent celui qui s'y consacre. Des écrits dont la pureté fait accéder à la conjonction spirituelle. Dans ces écrits, il faut noter des plaidoiries, des articles et des précis de droit. Des droits des femmes, des enfants, des faibles comme des personnes valides et invalides. Il écoute tout le monde. Il satisfait tout le monde sans jamais dire non à une requête. Il est le père fondateur de cette nation. Et vous comprendrez pourquoi Serigne Fallou Mbacké disait « Maï Sénégal ». On parle de Touba, mais Dakar est la capitale du Sénégal, qui est la capitale du Sénégal, aurait pu être baptisée Bambaville, à l'instar de Washington, District of Columbia. La capitale des États-Unis, ce n'est pas Washington, c'est le District of Columbia en tant qu'État, près de la Virginie. Je crois qu'on doit s'interroger pourquoi le nom de Washington dans la capitale des États-Unis. Washington, District de Columbia, donc capitale des États-Unis, qui perpétue le nom et la mémoire de George Washington. Il est un militant du respect des droits des autres. Sa religion lui édicte, là je parle de Cheikh Ahmadou Bamba. Cheikh Ahmadou Bamba est un militant du respect des droits des autres.
Sa religion lui édicte la cohabitation avec les gens du livre, les juifs et les chrétiens. Nous avons vu l'effigie de Washington sur le dollar. Et chacun des 52 États aux États-Unis s'enorgueillit de son stèle George Washington. C'est en vérité une reconnaissance pour ce qu'il a enduré et fait pour son peuple. Les colonialistes étaient ses ennemis. Malgré leur hostilité, ils l'ont décoré au chevalier de la Légion d'honneur. Pourquoi? Cheikh Ahmadou Bamba a pardonné à la France et l'a aidé à des moments difficiles. Il apparaît dans le rapport du 22 octobre 1915, fait à Diourbel par l'administrateur en chef, M. Lasselve Antoine Jean-Martin Arthur, ce qui suit. Nous lui avons demandé en février 1915 200 recrues, qu'il nous a donné malgré le mécontentement et l'opposition de ses chers lieutenants. Il a aussi favorisé le recrutement dans le cercle de Tivaouane, de sorte qu'une troupe d'environ 400 tirailleurs mourides instruits dans les camps de Fréjus et sur lesquels le ministre de la colonie a apporté les appréciations les plus élogieuses auprès du gouverneur de l'AEF, M. Merleau-Ponty Amédée. Le ministre disait, les tirailleurs mourides reconnaissent entre eux des marabouts auxquels ils obéissent. Ils sont intelligents, sobres, durs à la fatigue. Ils sont d'excellents tirailleurs. 6 de ces recrues ont suivi le peloton des élèves caporaux. Tous ont été reçus à l'examen de sortie et 2 ont eu les galons de caporaux. Vous voyez comment nos grands-pères et nos pères sont à l'origine de cette flamme allumée et ravivée tous les jours de 18h30 depuis le 11 novembre 1923. Je l'ai visité moi-même. C'est la tombe du soldat inconnu, installée 2 ans après la Première Guerre mondiale, sous l'Arc de Triomphe de la place de l'Étoile. C'est l'actuelle place Charles de Gaulle depuis 1970. Le mouridisme est un islam authentique que la France coloniale n'a pas pu détruire, mais a reconnu. Car tirailleurement parlant, il n'y a pas moyen, il n'y a pas solution, il faut reconnaître. En 1919, par arrêté du 28 avril 1916, décidé par le gouverneur général de l'AOF, M. Marie-François-Joseph Claudel, la France a nommé Cheikh Ahmadou Bamba parmi les membres du comité consultatif des affaires musulmanes. Non seulement cela ne l'a jamais intéressé, mais il n'était pas non plus demandeur et n'y siégera jamais. La mémoire des mourides est aux portes du Panthéon. C'est notre religion qui ne nous autorise pas de le revendiquer, car nous ne glorifions que le Seigneur très haut. Mais si aujourd'hui nous avons connu Verdun, c'est d'abord dans les récits des souvenirs de nos grands-pères. En 1919, Cheikh Ahmadou Bamba a été élevé à la plus haute distinction de la République, médaillé de la Croix de la Légion d'honneur. En 1926, Cheikh Ahmadou Bamba avait remis gracieusement la liste des souscriptions pour la bataille du Franc. Le rapport signale une mention spéciale due à la participation du chef de la confrérie des Mourides qui s'élève à 500 000 francs. CF rapport politique du cercle de Diourbel en 1929. Pour une collecte de 1 855 489,40 qui a duré 1 an ferme, la part contributive de la colonie du Sénégal, votée avec acclamation par l'Assemblée élue et délibérante, s'est levée à 1 million. Nous voyons tous pourquoi il est bon de construire l'histoire ensemble. Et pour cela, nous comptons sur notre gouvernement et la coopération entre la France et le Sénégal pour que l'histoire retienne ce geste de 1926, hautement apprécié par la France à des moments difficiles de son histoire. Cette période est dite celle de la dévaluation Poincaré. La livre sterling, qui valait 100 francs en 1924, atteignit les 243 en juillet 26. La contribution de notre colonie et celle du chef de notre communauté a quand même contribué aux différentes stratégies pour le relèvement du franc. Une mention spéciale lui a été décernée, cette fois en lieu et place d'actes de reconnaissance. Cette période est dite celle à présent, ce qui reste à faire et qui nous préoccupe tant, c'est la déclassification des archives. Je le dis devant
Monsieur le Premier ministre, qui est un ancien membre de Hizb ut-Tarqiyyah. Nous avons développé ensemble la gestion des membres de Hizb ut-Tarqiyyah en 1989 avec le fameux logiciel Clarion que vous connaissez. Il était un grand spécialiste de Oracle. À présent donc, ce qu'il reste à faire et qui nous préoccupe tant, c'est la déclassification des archives. La métropole a certes laissé une abondante documentation, mais je ne sais pas s'il est permis de le dire, c'est un peu comme de la triture. Car avec le rapatriement lors des indépendances, ce sont toutes les archives des administrations ayant exercé des fonctions de souveraineté qui ont été enlevées. Il s'agit des fonds des gouverneurs, des résidents et des préfectures. Seules les archives de gestion ont été laissées sur place et ceci est confirmé par l'ANOM, Archives nationales d'outre-mer. Après toutes ces stratégies bellicistes, il faut ranger dans la logique de la métropole et de la colonie. Les deux parties entretiennent aujourd'hui des relations séculaires d'histoire partagées en bonheur et en souffrance. Deux partenaires naturels qui conduisent une excellente coopération économique et sociale et qui entretiennent une amitié dans le respect mutuel des deux peuples et de leur culture. Il est normal que la paix s'en soit suivie ainsi qu'un respect mutuel exemplaire des droits de chacun. De nos jours, la plupart des métropoles ont compris cela et ont assoupli le régime de communicabilité des archives, sachant que si on fait l'histoire ensemble, l'inaccessibilité aux archives communes par les parties détentrices ne se justifie pas, eu égard aux besoins de l'ancienne colonie de mieux connaître cette histoire. Nous reconnaissons que c'est compte tenu quelquefois de leur grand intérêt et de leur sensibilité et leur valeur inestimable qu'elles sont gérées dans l'intérêt diplomatique des deux pays. Les archives publiques de France, en France, sont, sous réserve de l'article L 213.2 du Code du patrimoine, de prime abord communicables de plein droit. Mais dans le droit français, l'accès à ces archives s'exerce dans des conditions définies dans les documents administratifs à l'article 4 de la loi 78-753 du 17 juillet 1978, portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal. Ces mêmes dispositions ont mis en place la commission chargée de veiller au respect de la liberté d'accès aux documents administratifs et aux archives publiques. Nous reconnaissons que le droit a été donc méticuleusement élaboré pour éviter toute dérive sur la question. Pour cela, nous méditerons seulement sur deux passages extraits des écrits de Cheikh Ahmadou Bamba à son départ en exil. Je cite, « Dieu a décrété en l'an 1313 de l'Hégire 1895, ce qui dans mon cœur fut déjà mon ambition en 1301 de l'Hégire. » En examinant ce vers tiré de ses carnets de voyage, on s'aperçoit que c'est une décision voulue par le Tout-Puissant qui a motivé son exil. Et de par cette grandeur, il ne voyait pas la décision du conseil privé comme motif principal. Il s'en est plutôt félicité et c'est le deuxième passage qui l'explique davantage. Je cite, « Et en cela, ma délivrance, en l'an 1313 de l'Hégire, 1895, de toute attache en dehors de Dieu pour servir le prophète. L'exil est pour lui une consécration dans le service qu'il a rendu au prophète, son maître, son bien-aimé. » Comment peut-on considérer ce qui lui est arrivé comme une délivrance et donner l'importance au conseil privé? Il a dû accepter la décision avec une très grande philosophie. Il le dit dans un autre passage du même texte des carnets de voyage, à savoir, c'est Dieu, et Dieu exclusivement, qui a inspiré le dessein dans les cœurs de ceux qui furent les auteurs de mon internement en cette même année 1313 de l'Hégire 1895. Le Coran nous dit, les gens s'imaginent-ils qu'on les laissera dire nous croyons sans les mettre à l'épreuve? Nous avons déjà mis à l'épreuve leurs prédécesseurs. Ainsi Dieu connaîtra ceux qui disent la vérité et ceux qui ne le disent pas. L'épreuve est donc le baromètre avec lequel le Seigneur Tout-Puissant mesure la sincérité de la foi, à l'instar du groupe de Mecquois convertis à l'islam et qui, en rejoignant le prophète à Médine, ont été rattrapés par les polythéistes qui leur infligèrent beaucoup de préjudices. Cheikh Ahmadou Bamba se preux, ce magnanime est celui qui, à l'image des pionniers,
a eu une foi inébranlable. La conviction en la délivrance a toujours été, sa conviction en la délivrance a toujours été intacte. À présent, permettez-moi d'ouvrir une fenêtre sur les 40 ans de Hizb ut-Tarqiyyah, afin de m'acheminer directement sur l'hommage qu'on lui doit. Il y a aujourd'hui une raison suffisante pour parler des 40 ans d'existence de Hizb ut-Tarqiyyah, 1976-2016. Né en 1976 à l'Université de Dakar, entre la cité universitaire et les facultés, le Daïra des étudiants mourides devenu Hizb ut-Tarqiyyah comptait en surabondance une génération fraîche, encore fraîche, issue de mai 68, caractérisée par une remise en cause de l'autorité de l'État à cause des révoltes de nature sociale, culturelle et politique. Quant à nous autres du Daïra des étudiants mourides, qui sortions du lot pour remédier à nos crises spirituelles, morales et identitaires afin de retrouver notre personnalité musulmane, le système en place nous voyait de notre œil, n'appréciait pas à sa juste valeur la référence que nous nous étions choisis en la personne de Cheikh Ahmadou Bamba. L'autorité temporelle voyait plutôt en nous des intellectuels qui, avec la puissance du mouridisme et le nationalisme de Cheikh Abdou Lahad à l'époque, notre mentor, intellectuel qui pouvait donc cacher des intentions politiques. Malgré son entrisme hautement professionnel, avec toute une hiérarchie de surveillance clandestine ou à drapeau déployé, le système finit par comprendre qu'en dehors de la motivation de reconnaissance identitaire, le Daïra des étudiants mourides a contribué à aider la jeunesse à ne pas être étrangère à elle-même ou à préférer autrui à elle-même et les pousser plutôt à se préoccuper de leur salut ici-bas et dans l'au-delà. Cette entité, le Daïra des étudiants mourides devenu Hizb ut-Tarqiyyah, était complètement indifférent à toute entreprise de prise de pouvoir, de loin de toute autre idée de renverser un quelconque gouvernement. Hizb ut-Tarqiyyah a donc su résister, comme vous l'imaginez, à tout ce qui le privait de ses propres valeurs et à tout ce qui tentait de lui faire assimiler d'autres valeurs. Après une série d'épreuves, l'entité a connu une période d'accalmie, d'introspection et de retrait, et cet éloignement des rivalités et des cultes de positionnement qui sont source de suspicion, de coups bas, de préjugés, de conspiration. Tout cela nous a valu ce fameux certificat d'affranchissement, à savoir Ken Degoulen Tchedara, Jotewunyo Ken Dara, ce qui au finish a abouti au consensus qui consiste à dire Serigne Birek le ñuy liggéeyal. Il est quand même bon de rappeler que cette posture ne manque pas de signification, car nous n'avons fait que jouer notre partition dans cette œuvre d'indépendance derrière celui qui nous a libérés, nous les pauvres otages connus sous le nom d'assimilés. C'est avec ce certificat d'affranchissement que nous avons choisi des cadres d'assimilation de nos valeurs culturelles de base, hors des facultés et hors du campus, par le respect au statut provisoire qui pesait sur les franchises et les libertés universitaires. Et tout cela, ngir bañ a jotee ak kenn dara. Pour ne pas avoir des démêlés avec qui que ce soit. Cela constitue également une valeur de progrès. Comme vous le savez, l'organisation dénommée Daïra n'est pas reconnue par notre constitution. Pour avoir un statut, il fallait être une association et avoir un statut juridique. Cependant, Hizb ut-Tarqiyyah a toujours préféré fondre son statut dans celui du mouridisme, que rien ne peut dissoudre. Puisse Dieu, par la grâce de Cheikh Ahmadou Bamba, accorder à l'ensemble des daïras mourides et aux daïras de nos confrères musulmans de toutes les familles religieuses du pays un statut juridique leur ouvrant la voie légitime à l'obtention de comptes bancaires, de titres de voyage ainsi que bien d'autres droits et légitimités, et ce, sans avoir besoin d'user de beaucoup de gymnastique pour esquiver les blocages. Après les épreuves, c'est la délivrance. Dit l'adage, le Daïra des étudiants mourides n'a pas échappé à la règle. J'évoquerai celle qui s'abattait sur nous dans le contexte de la renaissance islamique des frères musulmans, dont les caisses de résonance foisonnaient à travers le monde. Ils constituaient une organisation pan-islamique à leur début, mais vers les années 80, ils eurent des ambitions politiques et pan-arabes.
On se rappelle du premier président de la République, M. Léopold Sédar Senghor, qui évoquait souvent l'éveil islamique en disant « l'islam d'Afa Fiti ». Il en parlait non pas en simple politique ou en bon chrétien, mais par la voix de quelqu'un qui était disposé à accuser pour réprimer, ensuite à interdire pour dissoudre. Serigne Abdou Lahad Mbacké nous a toujours protégés. Il a usé de tous les prétextes, de toutes les occasions ou situations pour multiplier et déverser les enseignements révolutionnaires de Cheikh Ahmadou Bamba, de sorte que le nationalisme et la dignité gagnaient tout le monde. Nous, en ce qui nous concernait, on oubliait mai 68. Ni Hassan al-Banna, ni Saïd des Ramadan, son gendre, ni la révolution iranienne de 1968 avec leur vénéré Saïd Qutb, encore moins nos homologues étudiants du vénéré imam Khomeini, n'avaient rien de comparable avec nous. Hizb ut-Tarqiyyah, après 40 ans, confirme qu'il n'a rien de comparable avec Ennahda ou du mouvement de Mohamed Abdou ou encore de Jalaluddin Afghani, encore moins de Ennahda des printemps arabes. Hizb ut-Tarqiyyah n'a rien de réformiste islamiste. Il n'a aucun lien avec le réveil politique islamique du monde arabe, sachant qu'après la décadence des Ottomans, Ennahda se voulait bouclier à l'influence de l'Occident sur l'Orient arabe. 1976-2016, Hizb ut-Tarqiyyah a depuis février dernier 40 ans. C'est également une personnalité révolue, aussi bien du point de vue de la raison que de la maturité. C'est aussi la période qui remplit les meilleures conditions pour parachever une œuvre. C'est l'âge où nous devons être ce que nous sommes. C'est aussi pour Hizb ut-Tarqiyyah une excellente occasion de rester après 40 ans ce qu'il a toujours été. L'anniversaire des 40 ans sera dédié à Cheikh Ahmadou Bamba en action de grâce. La philosophie de l'anniversaire donc est un slogan. Nous aborderons beaucoup de sujets. Les programmes vous le confirmeront. Mais cette œuvre de vulgarisation qui propagera davantage le mouridisme, je le déclare en vous demandant de me permettre, je suis déjà debout, je croyais que je serais assis, de me lever pour le dire, cette mission sera sans appel et ne s'arrêtera désormais jamais. On a parlé des grandes journées culturelles dédiées à Cheikh Ahmadou Bamba pour que tout le monde s'interroge sur la matérialisation du tribut de reconnaissance que nous lui devons et de s'interroger quand nous acquitterions-nous de ce tribut de reconnaissance. Le Magal ne vient que d'être décrété jour férié, chômé et payé. Certainement, il sera un jour élevé au rang de fête nationale. Pourtant, son départ en exil ne sera jamais un jour comme les autres. Chers compatriotes, nous devons à ce grand homme de la reconnaissance et non de la rivalité. Le Sénégal doit s'incliner devant lui sans tenter de le fragiliser ou de le décrédibiliser ou de le désacraliser, les piliers de ses enseignements. Il a mené une mission et transmis un message que nos caprices ne doivent pas empêcher d'être connus ailleurs. Il est un nationaliste, mais il est transcontinental. Il est un Africain, mais il est transnational. Il a créé la Sainte Ville de Touba, qui est un grand établissement humain devenu aujourd'hui la deuxième ville du Sénégal. Une ville émergente à fonction plurielle, dans laquelle nous pouvons lui manifester toute notre reconnaissance. Cette ville, grâce au Grand Magal, a une fonction de ville pèlerinage. Et cela nécessite beaucoup de servitudes et de services d'utilité publique, liés notamment à l'énergie, à l'eau potable, à la santé, à l'assainissement, à l'hygiène, aux infrastructures routières, à la circulation aérienne, aux télécoms et à la salubrité publique. Cheikh Ahmadou Bamba nous a laissé la ville de Touba. C'est d'ailleurs le moment de magnifier l'action de l'État, en dehors de toute approche clientéliste, mais légitime pour une ville qui s'est taillée la deuxième place des villes du Sénégal. Cette ville est un exemple d'articulation des actions de l'État et des collectivités et des partenaires sociaux, d'Aïra et d'Ara, des émigrés, pour notamment réaliser des structures sanitaires, hôpital, postes de santé et éducation, des unités de recherche sur les systèmes de valeurs et les sciences technologiques, la première chaîne de télévision IP en Afrique et du Sénégal, des infrastructures culturelles, centres culturels, l'éclairage public, des infrastructures culturelles comme les mosquées, Massalikul Jinan et autres, des cimetières comme Baqiya.
Le besoin de la ville est aujourd'hui tel que pour être en phase avec les nouvelles techniques de gestion foncière, d'urbanisation et d'aménagement du territoire, le maître de Touba, Serigne Touba en l'occurrence, a mis avec Serigne Saliou Mbacké un dispositif géomatique. C'est un système d'information géographique qui chemine vers l'adressage et la toponymie. Nous devons en vérité de la reconnaissance à Cheikh Ahmadou Bamba. Il a enfin fait de Touba un espace de sécurité. C'est là un débat de très haut niveau. Nous souhaitons y reposer à la fin de notre séjour terrestre. Touba est un refuge dans lequel les Mourides et ses habitants, les Toubaouis, se libèrent des contingences entendues dans le sens de ce qui n'est pas nécessaire. Touba et les Toubaouis ont très fortement des préoccupations de reconnaissance identitaire comme un droit de l'homme et des peuples. Ils ont pourtant avec leur identité, leur identité des cosmopolites, présents sur tous les espaces habitables de la planète Terre pour travailler et prier Dieu. Nous remercions nos autorités, notre gouvernement et le chef de l'État pour le pilotage de cette reconnaissance. Elle est déjà en œuvre avec l'autoroute Ila Touba, un hôpital de niveau 3 selon les normes de l'OMS, Organisation mondiale de la santé, la réhabilitation du transport ferroviaire, la construction d'un aéroport, l'éclairage public, l'escadron de gendarmerie avec les objectifs Touba zéro menace en violence et en criminalité, Touba zéro menace en inondation, Touba une ville jouissant des avantages et avantages géomatiques nationaux. Si nous sommes redevables, il nous faut penser en plus de l'existant, local et national, à son système d'information géographique, dédié en procédant à une maintenance de l'acquis. À défaut d'une mise à jour, il faut mettre en place une production d'une orthophotographie du Grand Touba pour une assiette de 30 000 hectares. Et là, nous interpellons les étudiants et les chercheurs. Par ailleurs, le réchauffement climatique et la récente conférence du 30 novembre au 22 décembre 2016 à Paris dénommée COP21, Touba doit faire partie des arguments qui vont justifier les attentes de Marrakech 22 en énergie renouvelable. Nous avons des projets d'énergie solaire. Nous sommes des postulants pour les énergies renouvelables. Nous voulons être des avant-gardistes, être des éclaireurs et de tout schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables. C'est une vision d'un Touba en développement durable, avec un nouveau schéma de cohérence écologique et des Mourides comme une armée de la préservation de la biodiversité, de la cohérence territoriale et d'une planification urbaine dont le schéma sera plus innovant, plus réaliste et plus spécialiste, un peu détaché du schéma classique qui ne reflète pas forcément la reconnaissance que nous lui devons. C'est dire de Touba une communauté apprenante spécialisée en religion et sciences modernes et technologies, et ce fut-il même en langue arabe. Vous allez me dire que l'approche que nous préconisons pour rendre à Cheikh Ahmadou Bamba le tribut de reconnaissance que nous lui devons est celle d'une ville nouvelle. Dans ce cas, Touba sera projeté dans la vision d'une ville internationale. L'ouverture au monde dessinera une profusion de banques, une densité de télécoms, une infrastructure de santé concomitamment à la croissance de la ville, des centres ultramodernes de conférences, de structures d'accueil, tous up-to-date, un réseau de communication intercity, interconnectant les zones universitaires des espaces spirituels, les accès liés à la grande affluence du Grand Magal. Mesdames, Messieurs, pour éviter d'être long, je m'en tiens à ces propos, espérant satisfaire les attentes du public et des acteurs qui vont conduire pendant plusieurs jours l'animation des objectifs du projet. La version complète de cette allocution vous sera remise. Je vous remercie pour votre attention.